Bonjour Benoît Elbrun. Bonjour. Benoît Elbrun, vous êtes professeur de marketing critique. À l'ESCP Europe, le mot critique est très important. Vous êtes en même temps directeur, vous avez quelques responsabilités, directeur du master marketing et communication. Alors l'une de vos originalités, c'est que vous êtes très transdisciplinaire. Alors vous avez fait de brillantes études de gestion, mais vous êtes en même temps philosophe, spécialiste de sémiotique et pas de sémiologie. La différence entre deux La différence, c'est que la sémiotique s'intéresse à la production du sens, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique de la signification, alors que la sémiologie s'intéresse à l'interprétation, ce que veut dire une image, ce que veut dire un texte. Moi, je m'intéresse à la sémiotique, c'est-à-dire à la fabrication du sens et de la signification, ce qui m'a amené évidemment à m'intéresser à la question de la marchandise dont je pense on va parler. Exactement. Alors vous avez justement un regard très critique et ravageur sur la marchandise et la société de consommation, mais on verra dans la suite de l'entretien que plus critique que ravageur, je dirais, mais... Plus critique que ravageur, ouais. Oui, peut-être plus critique que ravageur, mais critique constructive, puisque vous ne faites pas partie de ceux qui rejettent le capitalisme et qui souhaitent associer la consommation avec une certaine éthique. On va y revenir. Alors, le livre dont on va parler aujourd'hui s'appelle « Mystification marchande ». Pourquoi mystification ? Je pense qu'en fait, c'est un clin d'œil au travail de Marx dans Le Capital, qui a le premier mis en évidence ce qu'il appelait le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire la dimension quasiment religieuse et théologique de la marchandise. Il parle notamment de cette chaise qui se met à danser sur la table. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment dans cette affaire, c'est la dimension religieuse justement qu'on attache au monde marchand, et je dirais même la question théologique, parce que finalement mon travail s'inscrit dans un champ que j'appellerais celui de la théologie économique, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les structures théologiques et politiques qui ont structuré l'Occident nous permettent de mieux comprendre et de mieux lire la question de la marchandise. Quand vous parlez de structure théologique, vous remontez jusqu'où ? C'est-à-dire que moi, ma thèse... Vous faites référence à la chrétienté. Je fais référence à la chrétienté parce que, évidemment, je connais pas tous les systèmes théologiques, mais je me suis notamment beaucoup intéressé à la façon dont l'Église catholique a posé les fondements du marketing avec le logo, le positionnement, l'importance de la promotion des ventes, etc. Donc on avait déjà des fondements qui étaient extrêmement clairs, mais surtout la façon dont les organisations marchandes vont mettre en place des systèmes de croyances qui sont adossés à des systèmes de comportement, donc il y a une forme de ritualisation aussi des comportements, ce qui est le propre des religions, parce qu'une religion, il faut qu'elle vive à travers des pratiques et des actes qui se répètent, donc ce qu'on appelle des rituels. Et ça, ce sont des choses qui m'intéressent énormément, c'est-à-dire que j'aurais tendance à dire que j'ai une vision trinitaire de la marchandise, parce que pour moi, la marchandise, c'est d'abord une question de sensorialité, donc il y a une question matérielle, donc la substance, les couleurs, les formes, etc., donc ce qu'on appelle le design. Mais tout ça s'adosse à des systèmes idéologiques, c'est-à-dire des systèmes de valeurs, des systèmes d'attitudes, et ces systèmes idéologiques, en fait, sont liés à des comportements. Et donc, pour moi, une marchandise efficiente, c'est une marchandise qui a des spécificités sensorielles, qui est liée à un système de prescription, et donc de croyances. Et ça, c'est le rôle du marketing, et qui est aussi lié à une façon de modeler des comportements d'achat, ou aussi des façons de parler. À travers des rites et une ritualisation. Alors, j'ai bien noté théologie, rite, etc. Et vous avez un premier chapitre qui s'appelle « Des choses cachées depuis la fondation de la marchandise ». Alors ça me rappelle René Girard. Oui, alors c'est un petit clin d'œil en fait à un livre de René Girard, des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est pour rappeler que finalement, l'objectif du travail, c'est d'essayer d'aller un petit peu fouiller de façon souterraine pour voir quels sont les soubassements culturels, religieux, idéologiques de notre façon de penser la marchandise et le capitalisme. Mais c'est aussi peut-être une façon de rendre hommage
à René Girard, qui a quand même mis en évidence l'une des caractéristiques principales du marketing, qui est de ne pas s'appuyer sur les besoins, donc qui n'est pas renvoyé à la question de la nécessité ou de l'essentialité, mais de s'appuyer sur les désirs, c'est-à-dire sur la rivalité entre les personnes. Puisque je rappelle que la grande idée de René Girard, c'est que derrière le désir se cache la question de la rivalité mimétique. Donc on ne désire pas une marchandise parce que c'est pas pour la marchandise, mais parce que quelqu'un d'autre désire cette marchandise. Et pour moi, ça a une conséquence fondamentale, c'est que la question de la consommation, en fait, ne renvoie pas tellement à notre rapport aux objets, mais à notre rapport aux autres individus. Alors c'est pour ça que vous évoquez dans un sous-chapitre, on va dire, qui reprend des chroniques qui ont été diffusées sur Xerfi Canal, un sous-chapitre que je note, les pulsions mortifères du capitalisme. Là, vous faites référence à cette violence symbolique. Alors, en fait, je fais référence à cette violence symbolique, mais je fais en fait référence à un travail qui avait été fait par le regretté Bernard Maris, en fait, qui montrait que il y avait une jonction des pensées de Keynes et de Freud. Donc au début du XXe siècle, sur la question de la pulsion de mort chez Freud, liée à la question de l'accumulation en économie. Et en fait, donc ça pose une question fondamentale, c'est que finalement, est-ce que le capitalisme est mortifère ou vivifiant ? Alors, on peut défendre les deux thèses. Il est vivifiant parce que on va partir finalement d'un optimisme fondamental qui est que on va épargner, on va investir parce que finalement demain sera mieux qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est la forme optimiste. Mais d'un autre côté, il y a la question de cette dette infinie, cette circulation de la dette dont parlait beaucoup un sociologue comme Jean Baudrillard, et cette idée aussi qu'il y a aussi une dimension mortifère qui est propre au capitalisme. Et donc, en fait, l'ouvrage est structuré d'une façon qui me semble assez claire, c'est-à-dire que je pars effectivement d'un constat critique, donc c'est pour ça que le sous-chapitre que vous évoquez se trouve au début de l'ouvrage, et j'essaye d'avancer vers une vision, on va dire, optimiste du capitalisme, parce que évidemment, je suis résolument contre toute forme de discours anticapitaliste. Je pense que la tâche, c'est de métamorphoser ou de réformer le capitalisme, et je pense que c'est possible. Et c'est pour ça que j'essaye d'avancer vers des propositions qui font l'objet de la troisième partie. On va y venir, mais justement, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Il y a aussi une chronique qui est reprise dans cet ouvrage sur l'économie circulaire. L'économie circulaire ou le retour de la pensée magique. Est-ce que l'économie circulaire n'est pas aussi une mystification capitaliste ? Oui, alors là, la mystification ne renvoie pas tellement à une dimension religieuse qu'on évoquait précédemment, mais à la question du mythe, c'est-à-dire en fait un récit culturel qui se fait passer pour naturel. Donc le mythe, en fait, c'est une histoire qu'on accepte comme vraie, sans reposer la question de son fondement, de son origine. Et il est évident qu'aujourd'hui se déploie tout un tas de notions comme la seconde main, la circularité, l'énergie verte, etc., qui, à mon sens, permettent d'occulter en fait les vraies questions de la part d'un système ou de la part d'acteurs qui n'ont pas forcément intérêt à ce que le système change. Et donc je pense qu'il est important d'essayer de remettre les choses à plat en montrant que, par exemple, l'économie digitale n'est pas du tout une économie dématérialisée, puisque pour produire des images, il faut de l'eau, il faut de l'électricité, enfin il faut de l'énergie. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que le digital consommera d'ici 15 ans plus d'énergie que tout le secteur automobile. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, je pense qu'il faut essayer de comprendre, de décortiquer un petit peu toutes ces notions qui sont dans l'air du temps, que l'on accepte comme évidentes et comme acquises, mais qui sont loin de l'être. Et ça, c'est toute mais restons sur l'économie circulaire, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Oui. Ça devient un front de lutte des militants pour la transition climatique aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne pensez pas que cette économie circulaire
sera récupéré par le système capitaliste, comme toutes les critiques du capitalisme ont été récupérées par le système capitaliste. C'est la grande force du capitalisme, c'est finalement de se nourrir de toute forme d'opposition et d'altérité. Donc c'est pour ça que il est très difficile de résister au capitalisme, parce que finalement on se laisse avaler par le système capitaliste, donc par cette logique de récupération que vous évoquiez précédemment. Et donc on voit évidemment ça fonctionner dans le domaine du luxe, puisque ce sont les acteurs, les maisons qui contrôlent le marché du luxe, qui ont compris bien avant les autres l'intérêt de contrôler aussi le marché de la seconde main, de la revente, pour maîtriser les prix et puis pour finalement contribuer à élargir la taille du marché. Voilà, donc c'est ce genre de choses que j'essaie de discuter. Donc l'économie circulaire est pro-capitaliste. C'est la récupération de la circularité, c'est-à-dire que je pense qu'encore une fois, il faut sortir d'un discours moral entre le bien et le mal pour essayer de voir quelles sont les vertus possibles de la circularité, donc le fait de réemployer des matériaux, mais n'oublions pas que l'objectif principal, c'est d'abaisser le coût matière, c'est d'abaisser les émissions de carbone, et donc c'est d'accepter d'une certaine façon une forme de renoncement. Et là où il y a un leurre majeur en ce qui concerne la circularité, c'est que finalement, on va laisser croire que l'achat de produits de seconde main, en fait, est paré de tous les bienfaits, de toutes les vertus de l'écologie, alors qu'en fait, on voit apparaître, par exemple, des coûts de transport, des produits qu'on va envoyer, par exemple, pour recarboner ailleurs. Donc ce qui pose un certain nombre de problèmes, et encore une fois c'est la question des idéologies et des mythes, c'est-à-dire ces récits qui circulent et qui en fait n'ont pas ce caractère d'évidence qu'on leur donne, parce que finalement on n'a pas envie de réfléchir à ces questions, parce que ça nous obligerait à remettre en cause à la fois nos façons de penser et surtout nos façons d'agir, et c'est oublier qu'à un certain moment nous serons tous obligés d'opérer des renoncements. Alors je ne sais pas quelle forme vont prendre ces renoncements, mais c'est pour ça que il faut bien distinguer dans le marketing ce qui ressort des attitudes, c'est-à-dire des croyances ancrées, et ce qui ressort des comportements. Donc autant le marketing a été construit pour modeler des attitudes, autant on a beaucoup plus de mal à influer les comportements dans une direction que l'on estime vertueuse. Et je crois que ça, c'est le principal enjeu qui est posé aux marketeurs pour les 25 prochaines années. C'est finalement la contribution possible du marketing pour emmener la consommation et la sobriété dans un imaginaire positif. Donc il va falloir fabriquer des utopies désirables, et il va falloir aider les gens à modifier parfois de façon radicale leur comportement, parce que sinon on sera obligé de passer par la voie de l'interdiction, de la réglementation et de la privation. Or personne n'a envie de ça. Alors, on ne peut pas aborder toutes les critiques qui sont dans le livre que l'auditeur a entre les mains. Votre dernier chapitre, justement, mais vous l'avez évoqué largement, c'est repenser le monde marchand, c'est d'avoir un marketing plus éthique. Mais votre dernier chapitre, la dernière chronique, j'aimerais qu'on conclue un petit peu là-dessus. Nous sommes le marché. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors en fait, ça renvoie à un travail que je trouve à la fois très original et très pertinent d'une sociologue et historienne qui s'appelle Laurence Fontaine et qui a travaillé en fait sur la construction culturelle du marché à partir du XVIIIe siècle, en montrant que elle essaie de défendre une vision positive du marché, en montrant que c'est en fait un outil de libération et d'émancipation. Contrairement à toutes les critiques que l'on peut voir circuler dans le monde économique. C'est pour ça que ce livre a été très très décrié. Et en fait, l'idée, c'est que à partir du XVIIIe siècle, les femmes ont commencé à fabriquer des petites choses qu'elles allaient vendre, ce qui leur donnait un petit pécule et donc une autonomie par rapport à leur mari, une autonomie économique.
Et c'est en ce sens-là que le marché, en fait, va normaliser des relations, hein, notamment en essayant de construire un système de prix fixe, hein, et donc en essayant de casser l'asymétrie entre l'offreur et le demandeur qui caractérisait l'économie féodale. Et donc je trouve très intéressante cette idée qui consiste à réengager les individus dans le marché pour ne plus considérer que le marché, en fait, est une forme d'extranéité qui ne nous concerne pas, mais que nous participons à la construction du marché et que donc nous avons le choix de savoir dans quel marché nous avons envie de vivre. Voilà, c'était sur cette idée que je voulais terminer l'ouvrage. Alors, l'ouvrage est titré, Mystification marchande, mais vous concluez sur « Pour un marketing éthique et critique », finalement, ce sera peut-être votre prochain ouvrage. Alors, ça sera peut-être le prochain ouvrage, mais je voudrais bien insister sur la dimension éthique, qui n'est pas la dimension morale. Il n'y a aucun jugement moral dans l'ouvrage. Hein, J'ai bien dit éthique. Oui, mais j'insiste là-dessus parce que c'est peut-être pas clair forcément pour le lecteur. Au sens d'Edgar Morin. Oui, alors éthique au sens d'Edgar Morin, mais surtout au sens de Paul Ricoeur, le philosophe, c'est-à-dire que il distingue bien la morale qui renvoie à la question du bien et du mal, et l'éthique qui renvoie à la question de ce qu'on estime bon pour soi et pour les autres. Et moi, je m'inscris clairement dans une visée éthique du marketing et du monde marchand. Un compromis, en quelque sorte. Un compromis, mais surtout pas une compromission. Merci Benoît Heilbrun. Merci à vous. Merci à vous.